relation remarquable, il importe de s'arrêter sur les relations logiquement et philosophiquement déterminantes que sont les relations d'équivalence, la relation d'identité ainsi que les relations d'ordre. Équivalence constitue une relation d'équivalence toute relation réflexive dans son champ symétrique et transitive. Cette relation fondamentale permet d'effectuer une partition, de séparer un ensemble en classes d'équivalence mutuellement exclusives, ne comprend pas d'éléments communs. On parle alors de classe d'équivalence modulo R. Par exemple, X a la même couleur que Y. Considérons un cas construit de façon à illustrer les propriétés de la relation d'équivalence. Soit l'ensemble suivant de boules, la boule B1, B2, G1, G2, G3, N. Les boules B sont blanches, les G grises et la N noire. On peut opérer une partition de cet ensemble en classes d'équivalence disjointes en regroupant les boules de même couleur. Le diagramme de AC montre que cette relation d'équivalence est réflexive, boule noire, symétrique, boule blanche et transitive, boule grise. En calcul des propositions, la relation métallurgique d'équivalence, qui est réflexive, symétrique et transitive, sépare l'ensemble des propositions en deux classes d'équivalence, les propositions vraies et les propositions fausses. Le recours à une relation d'équivalence autorise la définition par abstraction qui permet d'exprimer une relation S d'équivalence entre quatre éléments de classes différentes en termes de possession d'un même prédicat Q. Ainsi, pour les droites, le fait relationnel d'être parallèle signifie la possession de la même direction. Pour des classes, le fait d'être semblable, c'est-à-dire de pouvoir être mis en correspondance bi-univoque, signifie le fait de posséder le même nombre. Cette définition par abstraction fut introduite par Peano dès 1894. Russell la rectifia en principe d'abstraction. Elle constitue le premier pas dans la définition logiciste du nombre qui résulte d'une analyse relationnelle, partant d'une réduction du prédicat « avoir le même nombre » dans notre philosophie mathématique de Bertrand Russell. Identité. Jusqu'alors et par la suite, nous ne parlons que de relations en général, R, S ou T, etc. Il convient toutefois de considérer une relation particulière, la relation constante et d'identité. La relation d'identité et ses propriétés. L'identité est une relation logique, fondamentale, évitant toute ambiguïté. Les Principia Mathematica l'écrivent en recourant à la constante de relation I de XY. Par commodité, nous utiliserons le symbolisme habituel X égale Y. Cette relation exprime la forme forte d'une relation d'équivalence. Elle engendre des classes d'équivalence dont chacune ne comporte qu'un seul élément. L'identité X de X égale X est réflexive totalement. Tout individu en tant qu'individu, quatenus individuum, est identique à lui-même, d'où la définition de la classe universelle. Symétrique, la relation vaut dans les deux sens, et transitive. On retrouve bien les propriétés de l'équivalence qui peut être considérée comme une identité relative à un prédicat déterminé, relative à la couleur, à la forme, etc. Cela justifie que nous distinguions l'identité de l'égalité des classes, de relation ou de l'égalité arithmétique entre nombres, qui sont toutes relatives à des champs déterminés d'individus qualifiés, classes, relations, nombres, etc. Toutefois, cette égalité ne se confond pas avec une quelconque relation d'équivalence. L'affirmation « Jean et Jacques sont égaux en droit » porte bien sur des individus qualifiés, des citoyens, mais ne met en jeu qu'une seule propriété, avoir les mêmes droits. La relation est d'équivalence et les individus en question restent donc bien différents, ce qui n'est pas le cas de l'égalité. Quantification numériquement définie. L'introduction de l'identité et de la différence dans le formalisme du langage des prédicats accroît considérablement sa puissance expressive. Elle permet notamment de formuler une quantification numériquement définie et elle est au cœur de la définition des nombres et de la formalisation de l'arithmétique. Pour Frege, un objet Gegenstand, ou pour Russell un individu, individual, est tout ce qui peut être individué, qui est le même que lui-même. X de X égale X. Pour Gegenstand, l'étymologie du terme allemand posé devant contre rejoint l'origine latine du verbe ogitio, qui signifie placer devant, proposer, objecter. En logique, l'individu est proposé par le domaine d'individus au statut ontologique, chose ayant une réalité spatio-temporelle, entité intelligible ou création fictionnelle, et qui dépend d'une décision initiale de nature extra-logique.
Mais on peut aussi dire qu'un individu est autre que l'autre, différent. La relation de différence s'obtient par négation de l'identité. Être différent se traduit par x, y, négation de x égale y. Deux individus sont différents s'ils ne partagent pas au moins un même prédicat. Par contre, l'identité vaut pour une seule et même chose. Selon la leçon de Frege, l'identité A égale B est garantie par le fait que les deux noms A et B réfèrent à un seul et même objet. Elle est informative à la différence de A égale A, parce que A et B ont des sens différents. Ils sont des modes de donation différents de la même référence, le même objet. L'étoile du matin, dans le sens premier, est de la référence Vénus. L'étoile du soir, dans le sens second, est la même référence Vénus. Dans le langage naturel, le mot même signifie généralement la similitude et non l'identité. Ainsi, ils ont la même voiture signifie qu'ils ont deux exemplaires différents, tokens d'un même modèle type. La similitude vaut entre deux choses qui se trouvent posséder au moins une propriété en commun. Ainsi interprété, l'identité s'avère un opérateur logique indispensable. Aussi l'avons-nous utilisé pour définir la structure du champ d'une relation. De même, cet opérateur permet seul de définir logiquement l'unicité. On sait que la quantification existentielle exprime le fait qu'au moins un individu X a la propriété Q. En recourant à l'identité, on peut exprimer le fait qu'au plus un individu a la propriété Q. En conjoignant les deux formules, on traduit le fait qu'exactement un, autrement dit un et un seul individu a la propriété Q. Une telle formule est utilisée pour exprimer l'unicité de référence impliquée par la description définie, où la fonction est descriptive. La différence permet de définir la dualité. On exprime qu'il existe exactement deux individus qui ont la propriété Q sur le même modèle. De la même façon, si l'identité permet de définir le nombre cardinal 1, la différence sert à définir le nombre 2. Une telle procédure est généralisable à n. Russell définit le cardinal 1 comme la classe de toutes les classes unités définies à partir de l'identité, et le nombre 2 comme la classe de toutes les paires définies à partir de la relation de différence, dans notre philosophie mathématique de Bertrand Russell. Principe d'identité des indiscernables. Héraclite, avec son aphorisme « tout s'écoule », mettait en cause le principe d'identité. Ce principe constitue une limite fondamentale de la rationalité. Aucune logique ne peut le violer. Pour Leibniz, chaque individu est défini par son essence ou sa notion complète qui comprend nécessairement l'ensemble des attributs qu'il possède. Tout individu diffère de tout autre par au moins un de ses attributs. Ainsi, selon le principe de l'identité des indiscernables, il n'est pas possible qu'il y ait deux individus entièrement semblables ou différents, solo numéro. En correspondance avec Arnoux, lettre 10, dans les nouveaux essais sur l'entendement humain. Je me souviens qu'une grande princesse, Sophie de Hanovre, qui est d'un esprit sublime, dit un jour en se promenant dans son jardin qu'elle ne croyait pas qu'il y avait deux feuilles parfaitement semblables. Un gentilhomme d'esprit qui était de la promenade crut qu'il serait facile d'en trouver, mais quoi qu'il en cherchât beaucoup, il fut convaincu par ses yeux qu'on pouvait toujours y remarquer de la différence. On le constate, ce principe est une thèse ontologique. Il découle du principe de raison suffisante et de la seule considération des propriétés non relationnelles. Pour une critique, voir conférer Russell la philosophie de Leibniz. Ce principe stipule que toute propriété qualitative Q qui s'applique à X s'applique aussi à Y. Ces individus ne peuvent être conceptuellement discernés. Dès lors, ils sont identiques et ne font qu'un. Ils sont numériquement, solo numéro, identiques. Sa réciproque est le principe de l'indiscernabilité des identiques qui stipule que si deux individus sont identiques, ils possèdent toutes leurs propriétés en commun. Définition de l'identité. La définition de l'identité en calcul des prédicats combine les deux principes précédents. Si l'équivalence vaut relativement à une fonction propositionnelle particulière, avoir la même couleur, l'identité vaut pour toute fonction propositionnelle possible, y compris relationnelle. Si x et y ont les mêmes propriétés et sont reliés notamment spatio-temporellement aux mêmes objets, ils ne font qu'un. Cette définition de l'identité suppose une quantification universelle sur une variable de fonction Q, donc une logique d'ordre 2. Si l'on veut rester dans une logique d'ordre 1, il faut introduire l'identité axiomatiquement à partir de ses propriétés. L'identité devient alors une idée primitive spécifiée par les axiomes.
À partir de ces axiomes, on démontre aisément la symétrie et la transitivité de l'identité. Substitution des identiques. Du principe d'identité découle la règle de substituabilité des identiques. Dans un même contexte, on peut substituer salva veritate les noms d'un même objet. Ce que l'on dit de x peut être dit de y si et seulement si x égale y. Leibniz formulait ainsi: Iadem sunt quorum unum potest substituit alteris salva veritate. En fait, ce sont les noms et non les objets qui sont substituables. Dans Vénus et l'étoile du matin, on peut substituer à Vénus les noms Vesper, Lucifer ou la description l'étoile du soir, sans changer la valeur de vérité, salva veritate, de la proposition entière. Les exceptions à cette règle permettent de repérer les contextes intentionnels. Ainsi, dans ces vers du poème de Lamartine, L'isolement de 1818, souvent sur la montagne à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil tristement je m'assieds, là le lac immobile étend ses eaux dormantes, où l'étoile du soir se lève dans l'azur. Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Il n'est plus possible de remplacer la description l'étoile du soir par l'étoile du matin, qui désigne pourtant le même objet, Vénus. La considération du temps fait intervenir le sens de la description. En ajoutant l'identité à la théorie de la quantification, on obtient le calcul des prédicats avec identité qui est complet. Relation d'ordre. L'idée d'ordre est capitale en mathématiques. Par exemple, l'arithmétique traite des nombres. Or, ces nombres sont ordonnés. Le nombre est alors ordinal et la suite des nombres requiert une relation d'ordre. Cela vaut pour l'arithmétique et l'algèbre, mais aussi pour la géométrie. La relation entre permet d'axiomatiser la géométrie. C'est une relation à 3 termes qui introduit un certain ordre. La logique permet de distinguer les différents types d'ordre possibles à partir des propriétés des relations qui leur donnent naissance. Ordre partiel strict. Cet ordre ne concerne pas nécessairement tous les couples possibles. Il est instauré par des relations irréflexives, asymétriques, transitives et non connexes. Exemple, l'inclusion stricte A inclut B, une classe ne peut s'inclure elle-même, ou la relation être plus âgé que, qui ne vaut pas pour tous les couples, certains peuvent avoir le même âge. Si une relation est irréflexive, asymétrique, transitive et non connexe, elle engendre un ordre ramifié, par exemple l'arbre généalogique, la relation ancêtre est bien irréflexive, asymétrique et transitive, mais elle n'est pas connexe, la relation ne vaut pas pour tout couple. Ordre partiel large. La relation qui lui donne naissance est réflexive, antisymétrique, transitive et non connexe. L'inclusion large de classe. Exemple, l'inclusion large de classe A, inclusion large B, comme on admet qu'une classe puisse s'inclure elle-même, la relation est réflexive. A, inclusion large de A. Dès lors, l'asymétrie s'affaiblit en antisymétrie. Sur l'ensemble des nombres 1, 2, 3, 6, la relation être diviseur 2 produit l'ordre partiel large suivant. Ici 2 et 3 n'ont pas la relation en question. Cette relation est bien réflexive, antisymétrique, transitive et non connexe. Ordre total strict. L'ordre total met en cause chaque couple possible. La relation est connexe. La connexité assure que l'ordre est linéaire, qu'on a bien une suite linéaire. On obtient un ordre total strict quand la relation est irréflexive, asymétrique, transitive et connexe. Ordre total large ou simple. La relation est réflexive, antisymétrique, transitive et connexe. Cela correspond à l'ordre partiel large auquel on ajoute la connexité. Définition récursive. Les suites engendrées par une relation d'ordre sont souvent limitées par une borne inférieure ou minorant et une borne supérieure, majorant. Par exemple 0, 1, 2, 3, 4. Mais bien souvent, elles sont ouvertes sur l'infini et n'ont pas de borne supérieure, telle la suite des entiers naturels n, de 0 à l'infini, positif. Par contre, la suite des rationnels R n'a ni borne supérieure ni borne inférieure. Infini négatif à infini positif. La question est alors d'appréhender conceptuellement l'infini. Un moyen est de recourir à la récursion qui fournit une procédure d'engendrement par itération indéfinie d'une opération. Prenons pour exemple la suite linéaire des entiers naturels dans n. O constituant le minorant, le plus petit entier naturel. Ce qu'on peut exprimer en recourant à la relation de successeur immédiat x de SY. On a bien x de donc minorant
minorant différent de Sx. Minorant n'est le successeur d'aucun nombre. Par contre, n n'a pas de majorant. Ainsi, tout nombre autre que O, 0, est le successeur minorant d'un autre. La difficulté est qu'on ne peut énumérer ainsi tous les nombres. La solution consiste alors à définir récursivement l'addition. On a ici une définition récursive qui figure des deux côtés de l'égalité. Les définitions directes n'autorisent pas de tels cercles où le définiens contient l'élément à définir puisqu'elle vise l'élimination théorique du terme défini. Le Père Noël, recteur de la Société de Jésus, définissait ainsi la lumière. Mouvement luminaire des rayons composés des corps lucides qui remplissent le corps transparent. Pascal se gaussait à juste titre d'une telle définition circulaire. Nous n'employons jamais dans les définitions le terme du défini dans œuvre complète. La définition récursive fait exception et loin de s'avérer purement abréviative, à valeur de processus génératif. Cette récursivité de l'addition en termes de successeurs immédiats autorise l'engendrement de la suite infinie des entiers à partir de O. Assignons la valeur O aux variables dans nos définitions, en recourant à la substitution des identiques en vertu de 1 dans le second membre et de 2, on obtient O plus S de O égale SO. Cela permet de construire la suite linéaire O, SO, SSO, triple SO, etc., qui n'est autre que la suite des entiers naturels à l'infini. La définition récursive de l'addition constitue bien un algorithme permettant d'engendrer pas à pas l'ensemble n. On peut exprimer autrement cette procédure en précisant que si l'addition vaut pour 0, O, et si pas valant pour n'importe quel nombre, elle vaut pour son successeur, alors elle vaut pour tout nombre. Ce qui n'est qu'un cas particulier du principe mathématique d'induction complète qui définit les entiers naturels. Cela témoigne de la puissance expressive du calcul des relations avec identité. On en trouvera une confirmation supplémentaire dans le fait que l'on peut démontrer aisément les théorèmes de l'arithmétique, impliquant l'addition, tel 1 plus 1 égale 2. Russell entendait démontrer ce dernier axiome de l'arithmétique péanienne. Poincaré, au contraire, affirma son statut d'irréductible principe synthétique a priori, dans notre philosophie mathématique de Bertrand Russell. Ancêtre. La même procédure pourrait valoir en prenant les choses à l'envers et en considérant la converse de successeur immédiat, le prédécesseur immédiat qui permet de définir l'ancêtre. Abandonnons la suite arithmétique des nombres et intéressons-nous à la suite ramifiée de l'arbre généalogique humain. Produisant un ordre partiel ramifié, la relation ancêtre admet aussi une définition récursive qui permet d'engendrer la suite indéfinie des ancêtres de l'individu donné. La relation ancestrale fut d'abord définie par Frege, puis reprise par Russell et Whitehead dans les Principia Mathematica de notre philosophie mathématique de Bertrand Russell. Conféré. Si pour simplifier, on ne considère ici que la lignée mâle, alors la relation ancêtre se définit à partir de la relation père P de XY. X est père de Y. D'un individu, on peut remonter à son père, premier ancêtre, au père du père, grand-père, au père du père du père, arrière-grand-père, etc. Le problème de rendre compte de ce, etc. Comment, dans une définition, comprendre tous les pères possibles? On dira qu'un individu, X, est ancêtre de Y. Mais on ne peut poursuivre indéfiniment de telles définitions, d'où le recours à la définition récursive. Cette formule généralise la relation ancêtre si X est père de Z et si Z est ancêtre de Y, alors X est ancêtre de Y. La définition est récursive car dans la définition de l'ancêtre figure l'ancêtre. Dès lors, seuls 1 point et 3 points suffisent pour engendrer la suite indéfinie des ancêtres paternels. Le père est le premier ancêtre et tout père d'ancêtre est un ancêtre. On ne confondra pas les relations père et ancêtre. La relation P de XY est irréflexive, asymétrique et intransitive, alors que la relation A de XY est irréflexive, asymétrique et transitive.